Il était aidant aussi à sa manière quand il était plus jeune. Quand il faut vivre ça 24 heures sur 24, quelquefois c'est l'horreur. Et de voir quelqu'un qu'on aime perdre ses repères, son enthousiasme, c'est très très douloureux. Mais il y a des moments où il réalise quand même qu'il y a quelque chose qui va pas, alors ou ça le met en colère, ou il pleure. Mon mari est atteint de la maladie d'Alzheimer et je suis son aidante. En France, plus d'1 million de personnes vivent avec la maladie d'Alzheimer. Une maladie qui abîme peu à peu la mémoire, la parole et les gestes de tous les jours. On entend souvent parler de cette maladie, mais beaucoup moins de ceux qui soutiennent les malades au quotidien, les aidants. Pourtant, ces proches jouent un rôle essentiel, bien que souvent invisible. Aujourd'hui, dans Coffee Break, nous allons écouter Christine, une femme qui aide son mari atteint de cette maladie. Elle nous raconte son quotidien, ses difficultés, mais aussi tout l'amour qui la pousse à continuer. Bonjour, aujourd'hui dans le Coffee Break, on va accueillir Christine. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler de la maladie d'Alzheimer. Donc pour commencer, comment tu définis cette maladie en 3 mots ? Je dirais que c'est une saleté de maladie et que c'est douloureux pour la personne qui est malade, parce qu'il y a des moments où la personne à son niveau se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Pour définir cette maladie, quelque chose à laquelle on n'est jamais préparé. Même si on a eu des proches qui ont eu déjà cette maladie, on n'est jamais vraiment préparé. Il n'y a que quand on vit ça au quotidien qu'on peut réaliser à quel point c'est une douleur, c'est perturbant pour la personne qui est malade, parce qu'il y a des moments où la personne à son niveau se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche, même si elle voit pas. Dans le cas de mon mari, il y a des moments où il réalise quand même qu'il y a quelque chose qui va pas, alors ou ça le met en colère, ou il pleure. Mais n'empêche qu'on a quand même des bons moments, plus comme avant bien sûr, où on peut rire, on peut s'amuser. On n'est pas toujours sur la pente négative. Il y a des jours où on rigole, mais ils sont de plus en plus rares. Nous, à notre âge, on pensait certainement pas avoir une retraite comme ça. Même si on n'était pas des voyageurs, on se contentait de petits bonheurs simples avec nos enfants, avec nos petits-enfants. Est-ce qu'il se souvient des noms des personnes qui l'entourent ? Même s'il met plus des noms sur les personnes, il sait qu'il les aime, qu'il les connaît. Il est enthousiaste quelquefois quand il rencontre quelqu'un, mais bon, si on lui dit qui est cette personne, il saura pas, mais il sait que c'est une personne qui lui est familière. Alors là, je parle pas des enfants et petits-enfants, je parle des personnes qui gravitent autour de lui. Donc tu es l'aidante de Yves, ton mari, qui est âgé de 72 ans. Est-ce que tu pourrais nous parler de lui ? Je l'ai connu très très jeune, et que ce soit au lycée, au travail ou dans notre cercle d'amis, c'était le rigolo de service. Il avait toujours des réparties, des idées pour faire des blagues, pour faire rire tout le monde. Il n'a pas perdu son humour, bien sûr, ce n'est plus la même chose. Quelquefois, ça ne fait rire que lui, c'est un peu différent, mais il a gardé quand même ce côté un peu clown, mais surtout avec les personnes extérieur au cercle familial. Avec moi, il a beaucoup moins d'humour qu'avant, mais de temps en temps, quand même, ça lui échappe. Ça a été un mari très très aimant, qui m'aidait beaucoup. Il était aidant aussi à sa manière quand il était plus jeune. Il m'a toujours beaucoup aidé pour élever les enfants, pour la maison, pour le jardin. Il était actif. Ouais, très actif et très gentil. On peut dire que c'est une personne gentille et que même avec sa maladie, il est resté globalement, je dis globalement gentil parce que avec moi ça évolue un peu étant donné que je suis sa référence, je suis un peu aussi son punching ball. Quand il n'est pas content, c'est moi qui dérouille. Mais non, c'est une personne gentille qui a toujours été vers les autres, qui aimait bien les contacts, et toujours prêt à rendre service. Alors ça, c'est quelque chose de marquant. Il a un tempérament à toujours vouloir aider et s'amuser. Ses petits-enfants le savent bien, puisqu'il a toujours fait le clown avec eux. Même encore, avec le petit dernier
qu'il appelle le pitchounet, parce qu'il a du mal à retenir le prénom. Le pitchounet l'appelle mon papy clown. Dès qu'il voit un enfant, mais même un bébé, il est attendri, il va vers les enfants, il leur parle. Alors bien sûr, c'est pas toujours compréhensible ce qu'il leur dit, mais... Il y a toujours ce même amour entre vous deux Il y a beaucoup de tendresse, mais c'est plus le même amour. Et moi, d'amante, je suis devenue aidante. Lui, par contre, il peut être très amoureux, me faire des gros bisous, je suis la plus belle, la plus gentille, mais 1 heure après, je suis la méchante qui commande et qui décide tout, mais bon, je peux pas faire autrement. Si je lui dis, va mettre tes chaussures parce qu'on va faire des courses, et pourquoi je resterai pas en chaussons? T'es une commandeuse, il faut que je fasse toujours ce que toi tu décides. Et pour plein de choses au quotidien, 10 fois par jour, c'est ça. Il y a encore de l'amour, c'est un amour amitié, un amour tendresse. Lui, apparemment, il me fait des grandes déclarations, mais je lui dis aussi que je l'aime, mais c'est plus l'amour amoureux. Quand as-tu remarqué les premiers signes? Alors, moi, je dirais que les premiers signes que j'ai remarqués, c'est en 2016, 2017. C'est des petits trucs, mais ça ne lui ressemblait pas. Et les premiers symptômes qui m'ont alertée, ça a été sa perte de logique, des choses qu'il faisait au quotidien, de façon régulière, il ne les faisait plus de la même façon. Et puis, il est devenu craintif. Une fois, on avait doublé sur une petite route, on a doublé un cyclomoteur. On l'a pas rasé, mais enfin, on l'a doublé, on n'a peut-être pas fait un grand écart. Donc la personne a levé le bras, elle n'est pas très contente. Il a fait quelques kilomètres et à un rond-point, il est parti à droite alors que c'était pas notre route. Et quand je lui ai demandé, mais pourquoi tu vas par là? En fait, il se cachait pour que le cyclomoteur passe le rond-point parce qu'il avait peur. Dans le cercle familial, on s'apercevait de plein de choses qui n'étaient plus comme avant, mais surtout sa perte de logique. Et puis des petites pertes de mémoire, mais c'était pas spectaculaire. Tu parlais de tes petits-enfants, de tes enfants aussi. Est-ce que tu reçois du soutien de la part d'amis, mais aussi de ta famille? T'as l'air très famille en tout cas. Alors déjà, en temps normal, c'est très important, mais dans des moments comme ça, c'est encore plus important de se sentir unis et pour moi d'être soutenu. Et de ce côté-là, j'ai 4 enfants et je dirais qu'ils sont tout simplement formidables. J'ai 3 de mes enfants qui sont près de chez moi. Donc ma fille aînée, mais qui a 4 enfants, qui travaille et qui m'aide dès qu'elle le peut. Je peux lui déposer son papa si j'ai besoin d'aller quelque part. Souvent, ils nous disent de venir chez eux parce qu'à chaque fois, on passe des moments extraordinaires avec nos petits-enfants qui adorent leur papy. Bien sûr, ils réagissent pas tous de la même façon. L'aîné a 19 ans, le dernier a 9 ans. Mais je dirais qu'ils sont bienveillants avec leur papy. Ils s'éclatent avec leur papy, ils rigolent. Quand il voit ses petits-enfants, il est content. Ça lui fait plaisir. Et il est toujours content de venir donc chez qui nous réunit très, très, très souvent. Après, il y a c'est celui qui est loin de la maison. Mais à toutes les vacances scolaires, il est chez nous. Quand il vient, il est 24 heures sur 24 chez nous. Il emmène son père travailler. Ils vont ensemble à la décharge. Ils font énormément de choses. Il le fait chanter, il le fait danser même quelquefois. L'autre jour, on a dansé le rock. Une autre fois, il nous a mis un slow. Ensuite, on a et qui est rentrée au début de la maladie de son papa. Et elle habite à 100 mètres de chez nous. Elle souhaitait être présente pour accompagner au maximum son papa. Et elle s'en occupe très très bien aussi, et elle a une patience avec elle. Enfin, tous mes enfants d'ailleurs me surprennent par la patience qu'ils ont vis-à-vis de leur père. Le dernier, en ce moment il n'est pas trop présent parce qu'il a plein de soucis à gérer. Puis lui il a des horaires un peu à la noix, mais à la fin du mois là, il va revenir à la maison. Mais là il sera un peu plus présent pour nous aider au quotidien. Au-delà du noyau dur, j'ai ma sœur. Elle avait 14 ans quand elle l'a connue, donc pour elle, c'est un frère. Elle est très très présente, je sais que je peux compter sur elle. Et au-delà de la famille, est-ce qu'il y a des amis aussi qui viennent aider? Beaucoup de nos amis nous ont lâchés. C'est une douleur, la maladie éloigne les gens. Une psychologue avec qui j'ai discuté récemment me disait que c'est peut-être une maladie qui fait peur. J'ai l'impression que pour eux, on n'existe plus. Par contre,
On a des amis fidèles qui sont restés auprès de nous et sur lesquels je sais que je peux compter. Je ne suis pas seule et puis au moins je me dis que les gens qui restent autour de nous sont les vrais amis. Ce sont les gens sur qui on peut compter. Il y a justement la maladie et ce genre de maladie. C'est là qu'on découvre ses vrais amis et on a quelquefois des surprises puisque quelquefois il y a des gens, on s'y attend pas et finalement ils sont présents et d'autres sur lesquels on pensait pouvoir compter et puis qui sont plus là et c'est douloureux. Est-ce qu'il y a des choses qui sont malgré toujours là? Tu disais qu'il t'aidait avant beaucoup, il était très présent avant la maladie. Alors il veut aider. Bon, bien sûr, quand il était en bonne santé, il adorait, enfin surtout depuis qu'il était en retraite, il adorait aller dans le jardin. Dès qu'il faisait beau, il passait ses journées dehors. Alors selon la saison, il allait ramasser des feuilles, il débroussaillait, il tondait, il tronçonnait, enfin il faisait énormément de choses. Bon, des choses qu'il ne peut plus faire, puisqu'il ne sait plus comment marche la tondeuse. Là, ce serait dangereux de lui donner une tronçonneuse ou quelque chose, mais de toute façon, il ne cherche pas à le faire puisqu'il ne sait plus, il ne sait plus comment ça marche. Puis alors sinon, ben oui, comme il aime bien aider, bon maintenant il ne fait plus grand-chose, mais il fait encore la vaisselle quand il est décédé. Bon, maintenant, donc il ramasse de la vaisselle sale, il utilise des litres et des litres d'eau. Donc je lui prépare, en général, je lui mets le produit. Il faut préparer, il faut surveiller, il faut passer derrière. Et puis souvent, je retrouve des choses sales dans les tiroirs. C'est comme un enfant, parce que je le materne en fait. Parce qu'il est comme un enfant, il boude comme un enfant. Il s'énerve comme un enfant. Il est déjà arrivé de me dire, bon, puisque tu veux pas, je ferai pas. Oui, c'est pire qu'un enfant, parce qu'un enfant, on peut essayer de corriger, mais lui, non, on peut pas. La maladie d'Alzheimer, c'est souvent par gène de famille. Tu disais même que vous aviez des proches qui étaient atteints de cette maladie. Alors dans le cas de Yves, son papa, qui est décédé en l'an 2000, avait cette maladie. Alors il y a Alzheimer et apparenté, parce que ça dépend de la zone du cerveau qui est touchée. Alors il y a un examen, on peut savoir si on a le gène ou pas. Moi je crois qu'il faut mieux pas savoir. Il vaut mieux pas savoir selon toi. Imagine que tu fasses l'examen, qu'on te dise tu as le gène. Alors tu te dis, ça va me tomber dessus quand? Est-ce que je vais faire un Alzheimer précoce? Tes enfants, ils ont voulu faire ce test de gène? Alors sur les 4, ma fille aînée, à un moment, y a pensé. Moi je lui ai dit, faut pas. Parce que si on lui dit, tu as le gène, tu vis plus. Tu te dis, ça va me tomber dessus quand? Dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans? C'est dur de vivre avec une épée de Damoclès sur la tête. Maintenant, les autres, non, je crois, n'ont pas envie de savoir. Et même elle n'en parle plus. Mais ils ont tous peur. Même mes petits-enfants, je sais qu'il y en a une que ça bouleverse, parce que de notre côté, il y a cette maladie qui fait peur. Alors il y a un symptôme aussi qu'il a, Yves, depuis quelque temps, et ça devient récurrent, c'est courant dans cette maladie, c'est qu'il se voit dans le miroir. Il sait que c'est lui, mais il appelle le mec. Alors c'est le mec. Il me dit, mais je sais que c'est moi, et il s'emporte un petit peu. Mais il lui parle comme un mec étranger. Quand il est dans la salle de bain, il y a un très grand miroir. Quelquefois, il rigole avec lui, mais quelquefois, il l'engueule, il n'y a pas d'autre mot. Et quand il ferme les volets, tous les soirs, il se voit dans la glace, dans la vitre. Donc, il se parle. Comme il ouvre la fenêtre pour fermer le volet, il se voit plus. Il sort la tête puis il fait oui, t'es parti là, c'est malin, comme si c'était vraiment une personne, mais tu vas rentrer. Et quelquefois il revient à la charge, les volets sont fermés, depuis un moment il retourne. Ah t'es là, t'es revenu. Et il rouvre les volets parfois là depuis quelque temps. Ou il laisse la porte-fenêtre ouverte en disant il va rentrer quand même. Ça devient une obsession, le reflet. Quelquefois, il sort parce qu'il croit que le mec est sorti. Alors ça, c'est plus ennuyeux parce que s'il se figure que le mec est dehors, il pourrait sortir et le chercher et s'éloigner de la maison. Est-ce qu'il y a quand même un suivi de tout ça de près? Alors lui, le médecin qui l'a diagnostiqué, on le voit 1 fois par an pour faire le bilan. Dernièrement, là, il y a eu un bilan de fait, mais c'est le médecin généraliste qui le fait. Son évolution était, comme les médecins disent, normale. C'était pas des changements spectaculaires, mais par contre, donc au mois de septembre, on a essayé un séjour temporaire en EHPAD. De son côté à lui, ça s'est plutôt bien passé. Bon, c'est plutôt au niveau de l'EHPAD. Ils ont accepté un séjour de 3 semaines, et en fait, au bout de 3 jours, ils ont vu que eux ne pouvaient pas gérer ça, manque de personnel, trouvaient que Yves déambulait trop. L'EHPAD était spécialisé? C'était un EHPAD, c'était pas une unité Alzheimer. Mais c'était quand même fermé, il avait un bracelet s'il s'approchait de la porte. Mais ils acceptaient des malades d'Alzheimer. En fait, après, ils nous ont dit que les malades d'Alzheimer qu'ils acceptaient, c'était en tout début de maladie, donc quand ils déambulent pas trop, ou grabataire. C'était pas forcément adapté pour lui, mais eux avaient accepté, au vu du dossier médical de nos rencontres, ils avaient accepté. Ils nous avaient dit qu'il fallait lui laisser 5-6 jours pour s'adapter, mais en fait, eux ne se sont pas adaptés. On a été très déçus et un peu choqués, mais bon, c'est comme ça. Et il est revenu à la maison le vendredi soir
comme si de rien n'était. Comme il a cette manie de vouloir fermer de bonne heure les volets, il est rentré, il s'est jeté sur les volets pour les fermer. Je dis tiens, ça y est, il a bien repris ses marques à la maison. Par contre, le lendemain, il a été extrêmement perturbé. Il a refusé de s'habiller, de se laver, de manger. Il était désagréable, agressif. Ça a été une journée épouvantable. Et le dimanche, on était tous les deux. On a même mangé une crêpe en bord de mer. Ça s'est super bien passé. Il était content. Et le soir, par contre, alors là... On a fini de dîner tard, on était rentrés tard, donc la nuit tombait et il est sorti de table pour aller aux toilettes. Et en fait, moi j'ai fini de manger, j'ai commencé à débarrasser et au bout d'un quart d'heure, je dis mais il n'est pas revenu, qu'est-ce qui se passe ? J'ai appelé, aucune réponse, j'étais comme une folle dans la maison. Il n'était pas dans les toilettes en bas et je suis allée en haut, j'ai ouvert toutes les portes, même les placards, enfin tout. Et je suis allée dehors, j'ai hurlé, pas de réponse, donc là j'ai paniqué. Je suis allée sonner chez les voisins, la nuit entre-temps était bien tombée. Et donc j'ai sonné et pendant que j'attendais qu'ils viennent ouvrir, il y a une voiture qui est arrivée chez moi. C'était une voisine qui habite à 100 mètres à peu près, qui me ramenait Yves. En fait, il a beau être claustrophobe, il est parti dans la nuit. Je ne m'y attendais pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ? Je sais pas. Alors il n'a pas su me le dire parce que je lui en ai reparlé le lendemain, il se souvenait de rien. Comment tu trouves des moments pour te ressourcer ? Est-ce que tu les crées ? Est-ce qu'il y a une prise en charge ? C'est essentiel. Si on veut tenir dans la durée, il faut qu'il y ait des petits moments de répit. Il faut, parce que nerveusement, physiquement, c'est du 24 heures sur 24, puis on est toujours aux aguets. Il faut s'adapter à lui, il faut passer derrière lui. C'est tout en fonction de lui. Donc oui, il faut qu'il y ait des petits moments de répit. Il y a des aides mises en place. Le mercredi, donc depuis peut-être 2 ans, à peu près, oui, il allait en accueil de jour. D'accord. Donc on vient le chercher en minibus. Après, il passe la journée là-bas. Enfin, c'est un groupe d'une douzaine de personnes avec 2 animatrices. Et il revient vers 17h15, 17h30 le soir, amené par le minibus. On a contacté une association, Bulle d'air, qui veut bien dire ce qu'elle veut dire, pour donner une petite bulle d'air aux aidants. Et donc j'ai une dame, elle vient tous les vendredis passer la journée avec Yves. Elle arrive vers à peu près 11h, 11h15, et puis elle part quand je reviens. Elle fait des activités. En général, ils font de la pâtisserie. En plus, c'est une personne très très gentille, que Yves aime beaucoup. Ça se passe hyper bien, je suis en toute confiance avec elle. Elle est très attachée à Yves aussi, elle fait plein de choses avec lui, elle fait des jeux. Et comme là c'est en individuel, il participe plus. Parce que dernièrement, justement, j'ai eu un appel téléphonique de l'accueil de jour pour me dire qu'ils ne pouvaient plus le prendre. Alors là, quand ils m'ont annoncé ça, je me suis dit ça y est, on repart à zéro. Puis elle m'a rassurée assez rapidement en me disant qu'ils allaient me proposer autre chose de plus adapté. Là où il allait, c'était un groupe d'une douzaine de personnes qu'on stimulait. Mais il a fait plusieurs fois des crises d'angoisse qu'il n'avait jamais faites avant, là-bas. Il voulait plus participer aux activités, enfin aux jeux. Il n'arrivait plus à être stimulé. Il se sentait en échec et il fallait le rassurer. Il pouvait plus grand-chose pour lui au point de vue de la stimulation. Mais elle m'a proposé autre chose qui est très très bien. Et c'est vrai que c'est plus adapté maintenant pour lui. Alors ça s'appelle la Maison des aidants, le répit. Et pour Yves, c'est plus adapté parce que ce n'est plus dans la stimulation, mais dans le bien-être et le confort. Donc ce sont des groupes de maximum 6 personnes. Mais le fonctionnement, ressemble un peu, c'est-à-dire qu'on vient le chercher à la maison, mais là ce sont les animatrices qui se déplacent. Ce n'est pas au sein d'un établissement, mais c'est dans une maison individuelle. Ils ne font que s'ils ont envie de faire. La maison des aidants, le répit, c'est national. Par contre, du coup, là, il n'y a aucune aide. Autant pour l'autre, on avait une aide à pas. Ce sont des aides calculées en fonction des revenus, du degré d'atteinte aussi. Dans la maladie d'Alzheimer, ça s'appelle des GIR. Je sais ce que c'est, mais JR 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc Yves était GIR 3 et là, il est passé GIR 2 parce qu'il est de moins en moins autonome. Par contre, pour l'instant, il est autonome pour se laver, donc j'ai toujours un œil quand même. Mais il se douche tout seul, il se brosse les dents et il se rase tout seul et avec un vrai rasoir, pas un rasoir électrique. Il va aux toilettes tout seul, il s'habille seul, mais par contre, il faut que je lui prépare tout. Il faut que je prépare ses vêtements, sinon il remettrait les vêtements sales. Enfin, il sait même plus trop où aller les chercher. Donc je lui prépare tous les jours ses vêtements sur son lit. Souvent, il dessingue les vêtements à la main pour être sûr que ce soit les bons. C'est une maladie qui entraîne beaucoup de dépenses. Est-ce qu'il y a
des aides quand même financières derrière? Alors donc l'APA, ça passe en commission. C'est sur dossier, c'est ça? Oui, ils étudient le dossier en fonction des revenus, en fonction des besoins qu'on a. Il y a des plafonds, enfin bon. Bon, nous ça correspond à peu près à 50% d'une dépense qu'ils ont fixée. Par exemple, lorsqu'il allait en accueil de jour, ils prenaient 50% de la dépense à leur charge. Il nous restait 50%. Et sur ces 50%, on peut déduire encore 50% des impôts. C'est quand même appréciable. J'ai quand même aussi une aide qui nous vient de notre mutuelle en relation avec Europe Assistance. Et on a une aide pour des aides à domicile. Donc j'ai une femme de ménage qui vient. Donc là, elle est épuisée. Mais l'APA va prendre le relais. C'est-à-dire que l'APA va me donner une aide, par exemple de novembre à décembre, puisque j'ai épuisé l'aide de ma mutuelle. Et là, ce sera également 50%, alors d'une somme qui fixe pour les heures de ménage. Enfin, c'est un peu... J'ai reçu le courrier là de confirmation il y a 2-3 jours, j'ai pas compris grand-chose. Mais enfin bon, voilà. On a une autre aide qui nous vient de la caisse de retraite complémentaire de Yves. Donc, il est à la MSA et sa caisse de retraite, Agrica, accorde une aide pour Bulder. C'est-à-dire la personne qui vient le vendredi. Ça fait partie du groupe Ampère. Et donc, ils ont un partenariat avec la mutuelle Agrica. Et c'est en pourparlers pour d'autres mutuelles. Ils sont en pourparlers parce que ce sont des aides assez conséquentes quand même. Pour les 6 premiers mois, il y a une aide de 800 et quelques euros qui est donnée à tout le monde pour 6 mois. Donc, pour faire venir quelqu'un ou à la journée ou même une nuit. Après, les 6 autres mois, c'est soumis aux revenus, aux besoins de la personne. Et là, on a une aide plus conséquente et nous, on a obtenu plus de 2 900 euros pour 6 mois. Mais bon, voilà les aides que nous, on a mis en place. Mais bien sûr, il reste à charge. Là, j'ai payé pour les 4 nuits. Les 4 nuits d'accueil temporaire là, dans l'EHPAD. J'ai payé 360 euros. Je ne sais pas si j'ai des aides là-dessus. Je trouve que quand on est aidant et qu'on a déjà d'autres soucis, c'est lourd. Là, je sais que j'ai pas envoyé au fur et à mesure parce que je savais pas trop comment faire. Faut envoyer un justificatif, faut attendre la réponse, faut déclarer ci, faut faire ça. Enfin, ça nécessite pas mal d'investissement pour obtenir justement ces aides. Mais si on fait pas les demandes, on n'a rien. Ils viennent pas vers nous dire vous avez le droit à ci, vous avez le droit à ça. C'est à nous de faire les demandes. Pour revenir à tes moments à toi tranquille, c'est le mercredi et le vendredi. Et du coup, tu fais quoi en général? Alors le mercredi, c'est lui qui part. Donc quelquefois je reste tout simplement chez moi à faire les choses qu'il faut que je fasse et que j'ai pas eu le temps de faire parce qu'il était là. Que ce soit le mercredi ou le vendredi, je profite de voir une amie, d'aller faire une petite marche. Je peux avoir une vie sociale et j'ai pas besoin de plus, ça me convient. On va quand même terminer sur une note plus positive. Est-ce qu'il y a des choses qui sont quand même belles malgré la maladie? Pendant des années, on a campé en famille. Il allait faire de la pêche avec mon papa, mon frère. Il aimait beaucoup ça et on allait à la pêche à pied, enfin on faisait des choses comme il l'oublie. Au printemps dernier, là on était allé déjeuner en bord de mer, pour la fête des pères d'ailleurs, c'était la fête des pères. Et du coup, quand on est sorti du restaurant, il a découvert, entre guillemets, l'océan. Alors l'immensité, la beauté, il n'en revenait pas. Tout l'après-midi, on s'est baladé le long de la mer, il s'est émerveillé de ça. Tout l'après-midi, il était ému, il en a pleuré. Le fait qu'il aime bien aider, il est toujours à proposer son aide. D'ailleurs, quand il allait à l'accueil de jour, là, il proposait toujours son aide et il faisait des sorties de temps en temps et il poussait toujours les fauteuils. Il a toujours eu cette générosité et il ne l'a pas perdue. Quand on fait des courses, c'est un peu laborieux avec lui les courses, mais quelquefois, s'il voit quelqu'un qui a l'air d'être un peu gêné, il va dire « Vous voulez que je vous aide ?» Merci beaucoup Christine de nous avoir permis de rentrer dans un peu ta vie de ces dernières années. Merci de m'avoir reçue. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode de Coffee Break. Merci d'avoir partagé cette pause avec nous. Si ça t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un petit avis et de partager autour de toi. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, toujours sans filtre et sans prise de tête.